Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Nous sommes en avril 2022, durant la 6e vague de la pandémie de la COVID-19. Et ceci explique un peu ma voix nasillarde puisque j'ai eu la COVID il y a 2 semaines. Aujourd'hui, mon invité, l'honorable Chantal Petitclerc, qui est sénatrice. Madame la sénatrice, bonjour. Bonjour. Merci de vous joindre à moi. On a eu des petits problèmes de connexion technique, mais on a fini par avoir un son et une image. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de temps pour vous présenter puisque vous êtes évidemment très connu. Et je rappellerai quand même que vous avez remporté 21 médailles paralympiques dans 5 Jeux olympiques différents, dont les derniers Jeux à Pékin en 2008. Vous aviez également remporté une médaille lorsque la course en fauteuil roulant était un sport de présentation lors de Jeux olympiques que je qualifierais pas de réguliers, mais les Jeux olympiques standards. Vous avez été chef de mission pour les Jeux du Commonwealth en 2014 à Glasgow, également pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016. Et je voulais vous demander d'abord, lorsque vous arriviez en compétition, là, puis Chantal Petitclerc débarquait, là, est-ce que vos compétitrices vous regardaient puis disaient « Ah non, elle est encore là, elle. » Oui, quand même. Surtout à la fin, là, je dois dire, les 4 dernières années de compétition ont été des années où je dominais beaucoup. Et c'est drôle parce que effectivement, les gens, pour plein de raisons, là, c'était comme « Oh non, c'est elle qui est là, donc elle va gagner ». Mais aussi, il y avait, j'étais quelqu'un de très concentré, j'avais un focus assez sérieux. Donc, j'étais pas très ludique et légère dans mon approche de la compétition. Puis, et ce qui fait que certaines me trouvaient un peu intimidante. Je le faisais pas volontairement, mais j'avais un peu cette énergie-là. Vous le sentiez? Ouais. J'imagine que vous l'exploitiez aussi parce que vous étiez là pour gagner. Donc, en fait, c'est drôle, ben, tu sais, c'était comment je vais utiliser un terme anglais, mais un mindset, hein, c'était un état d'esprit d'aller là-bas, pas pour me faire des amis, pas pour l'expérience sociale, mais vraiment pour l'expérience de haute performance, l'adrénaline qui vient avec ça. J'avais des objectifs très, très précis. Tu sais, je me sentais un petit peu comme samouraï, là, tu sais. Okay. Donc, je pense que je dégageais ça aussi comme énergie. Mais bon, et j'avais beaucoup de plaisir là-dedans. Donc, ça répondait à mes besoins. Avez-vous gardé des amis de ces années de compétition-là? Ben oui, et je m'en suis fait par la suite parce que quand j'ai pris ma retraite, je suis devenue chef de mission, je suis devenue entraîneur aussi pour quelques années. Donc là, c'était plus relax un petit peu. Et oui, j'ai gardé des connaissances, j'ai gardé des amis parce que, ceci dit, quand la compétition était finie, et surtout que c'était un sport où on n'était pas... on était un petit groupe, toujours les mêmes, donc souvent... on se retrouvait par la suite pour prendre un verre, pour jaser un petit peu, tout ça. Donc, il y avait un peu des deux. Hein. C'est souvent ça, la haute performance. On est dans les extrêmes. On n'est pas dans une sorte d'équilibre. On est ou bien très, très concentré dans la performance et sinon, par la suite, on sort tout le monde ensemble et puis on s'amuse. OK. Puis, lors de la retraite, est-ce qu'il y a comme une espèce de petite dépression ou qu'on appellerait peut-être un petit down là, en québécois lié à l'arrêt de la compétition puis à la chute des endorphines? Il y a une composante physique aussi là, à l'arrêt de la...
Ah, la absolument, compétition. Vous absolument. avez vécu ça comment? Oui, oui, oui. Non, non, absolument. Ben, je pense que je l'ai vécu à chaque jeu, hein, OK. les Jeux paralympiques, c'est tellement comme une explosion d'expériences intenses et on vit tellement dans le moment. Mes derniers encore plus. J'ai des souvenirs des Jeux de Pékin où c'était tellement exigeant et intense et en même temps la plus belle expérience de ma vie. Et quand on arrête, ben d'une part, j'ai vraiment ce souvenir-là où le corps est tellement bien fait que il va répondre à ce qu'on lui demande. Là, j'étais là pendant 16 jours à compétitionner tous les jours à haute intensité. Et le lendemain de ma dernière compétition, c'est comme si j'avais un bulldozer, j'avais mal partout. Alors Ah oui. que ça faisait 2 semaines que je faisais ça, mais on dirait que et ça, je me rappelle, j'avais trouvé ça assez fantastique comment on est fait. Et c'est vrai que par la suite, et ça, chaque athlète est différent, ça peut être 2 semaines après, 2 mois. Tu sais, dans mon cas, ça a été un petit peu long à avoir cette période-là où on se dit, OK, ben, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Puis à réaliser aussi que l'intensité de ces moments-là, ben, probablement qu'on va jamais les revivre ou pas exactement de la même façon. Donc, il y a cette espèce de deuil-là à faire. Et aussi, c'est que la vie plus normale nous embarque dessus un petit peu et là, on fait autre chose professionnellement, ce qui fait qu'on est moins dans l'entraînement, on s'occupe moins ben, c'est ça, de notre corps, quelque part. Mhm. Donc ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est pas dramatique, je pense. En tout cas, ça l'a pas été pour moi. Peut-être parce que j'avais aussi une certaine maturité. J'ai pris ma retraite, j'étais déjà avancée dans la trentaine. Donc, je savais, j'étais préparée à ça et puis je l'ai un petit peu accueilli avec ce que c'était. Tu sais, c'est-à-dire que oui, c'était pas bon, c'est une petite période de deuil. C'est un deuil à faire Tout à parce fait. que on fait et à plusieurs niveaux parce qu'on fait le deuil de la compétition, on fait le deuil des gens qu'on voit, d'un style de vie que moi j'aimais beaucoup, c'est-à-dire les avions, le voyage, l'entraînement, la vie de groupe. Et après quelques années, on fait le deuil de de notre corps aussi parce que quand même qu'on continue de faire de l'exercice, s'entraîner 3-4 fois semaine, c'est pas comme le faire 25 heures semaine, tu sais. Donc moi j'aimais beaucoup aussi être très musclé, très en Mhm. forme. Donc on laisse ça derrière nous un petit peu. Vous êtes né dans la région de Québec, à Saint-Marc-des-Carrières, le 15 décembre 1969. Alors, je vous annonce que vous êtes 3 jours plus vieille que moi. Et pour nos auditeurs qui ignoraient votre lieu de naissance, je dois vous dire que quand on met les pieds dans l'aréna de Saint-Marc-des-Carrières, on se rend compte assez vite que vous venez de là-bas. Puis, en portant attention, on voit le conseil d'administration, le réseau des sports. Il y a beaucoup de petits clercs. Est-ce que ce sont des gens de votre famille? J'imagine que vous Ben étiez... oui, il y a beaucoup de petits clercs dans la région de Portneuf, surtout dans la région de Trois-Rivières aussi. J'avoue que j'ai jamais creusé beaucoup OK. la généalogie des petits clercs, ne serait-ce que pour savoir que les petits clercs sont arrivés 3 frères en Nouvelle-France. Parmi les premiers, là, tu sais, vraiment, OK. ouais, qui arrivaient de Mm. la région de Champagne. Ce qui m'a toujours OK. surpris parce que quand on va en France, quand j'allais en France régulièrement, les gens avaient jamais entendu le nom de Petit Clair et les Français étaient tout c'est comme c'est sympathique ces noms de Québécois alors que c'est français. Mais manifestement il y en avait pas beaucoup. En tout cas, il y en a plus beaucoup en France. Les 3 seuls étaient partis de Champagne, peut-être. Ouais, OK. exact. Vous avez été, évidemment, vous avez reçu plusieurs honneurs. Là. Je vais en nommer quelques-uns. Donc, personnalité canadienne de l'année par Maclean's. Vous aviez été nommée femme de l'année par Châtelaine en 2005.
chevalière de l'Ordre national du Québec en 2005. Vous avez reçu le trophée Lou March en 2008 comme athlète canadienne de l'année, le prix Bobby Rosenfeld en 2008 comme athlète féminine canadienne de l'année. Vous avez été nommée sur l'allée des célébrités canadiennes. Vous avez été nommé compagnon de l'Ordre du Canada et évidemment au Panthéon des sports canadiens. Quel est, parmi tous ces honneurs, celui qui vous a donné le plus de fierté? C'est certainement le trophée Lou Marsh, parce que le trophée Lou Marsh, c'est un prix qui se donne une fois par année et qui se donne aux athlètes amateurs, professionnels, olympiques, paralympiques, hommes-femmes. Donc, il y en a un par année. C'était jamais arrivé qu'une athlète féminine paralympique ait gagné ce prix-là. Il y avait Rick Hansen qui l'avait déjà gagné dans le passé. Donc c'était vraiment un grand honneur. Et ce prix-là, ce qu'il a de particulier, c'est que ce sont les journalistes sportifs à travers le Canada qui choisissent les finalistes en premier et ensuite le gagnant. Donc, c'est vraiment la communauté sportive qui décide qui le mérite cette année-là. Et ça, pour moi, ça voulait vraiment dire quelque chose parce que c'est des gens qui connaissent le sport. C'est des gens aussi qui longtemps, le sport paralympique n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Donc, pour moi, c'est aussi un prix qui était important pour moi, mais que je trouvais important pour le sport paralympique parce que c'était de dire que ici, cette année-là, au Canada, les journalistes sportifs étaient capables de récompenser pas juste un joueur de hockey, mais aussi une athlète paralympique. Et ça, je trouvais que c'était vraiment exceptionnel. Ça m'avait beaucoup touchée. Vous avez été nommée sénatrice de Granville en mars 2016. Donc, en faisant des recherches, d'abord, on apprend qu'au Québec, les sénateurs et sénatrices sont attitrés à une région. Ouais. J'ai cru comprendre que c'était pour assurer une certaine représentativité là, au niveau québécois. Mm-hmm. Qu'est-ce que le Sénat? C'est un peu mystérieux pour nous. Là, donc, quel est le rôle d'une sénatrice en 2022? Oui, c'est drôle parce que effectivement, le Sénat reste une institution qui est mal connue, mal aimée aussi, là, soyons honnêtes. Et moi-même, quand on m'a annoncé en fait que j'étais considérée, qu'on voulait me nommer au Sénat, j'avoue que mes cours d'histoire étaient loin là dans ma tête. Et que quand j'ai fait mes devoirs un petit peu et j'ai vraiment pris énormément d'intérêt et de respect sur cette chambre haute qui existe dans beaucoup de pays, hein, un double processus législatif, c'est quelque chose moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est important et je dirais que 6 ans après mon arrivée au Sénat, j'y crois encore plus. D'autant plus que là, nous, le Sénat, vous l'avez dit, c'est à l'époque, on voulait cette espèce d'équilibre-là entre les élus et des non-élus pour examiner les projets de loi. Là, on dit que c'est un deuxième regard sur les projets de loi. Mais c'est ce qu'on fait. Et quand on regarde depuis 6 ans, je trouve que c'était assez audacieux du premier ministre Justin Trudeau de se dire, oui, il y a des critiques par rapport au Sénat. Oui, certains disent le Sénat ne fait que approuver ce que le gouvernement fait déjà. Comment on peut avoir un Sénat qui va être moins partisan, plus indépendant? Et de là est arrivé cette espèce de processus où on a un comité de sélection, un comité de recommandation qui est indépendant, qui fait pas partie du gouvernement et qui nous nomme. Et moi, j'arrive dans ce processus-là, dans le fond, qui veut faire une certaine modernisation du Sénat. Donc, c'est vraiment un privilège d'être là. Et c'est un privilège de voir où ça s'en va, de voir comment
ce Sénat un petit peu, plus indépendant. Là, on est maintenant majoritaire. Peut-être passe plus d'amendements aussi. On est plus, je dirais, oui, c'est ça. On n'a pas cette pression-là du gouvernement. Quoique, tu sais, je le dis, hein, vous m'écoutez, je le dis de façon très, très prudente parce que c'est pas vrai que c'était comme ça tout le temps non plus, de toute façon. Et c'est pour ça aussi, je le dis avec une certaine prudence parce que ce que j'ai connu, c'est des sénateurs qui sont indépendants comme moi, mais je connais aussi, j'ai de très bonnes relations avec des sénateurs qui font partie d'un caucus, qui font partie, par exemple, du caucus conservateur et qui ont un apport sur des projets de loi qui est très, très rigoureux. Je pense à une sénatrice du Québec, Judith Sinman, qui est du domaine médical et qui, quand on arrive avec des projets de loi, par exemple, sur le vapotage, a un regard très, très rigoureux, a fait passer des projets de loi qui restreignent, par exemple, le marketing aux enfants, pour s'assurer qu'on va pas avoir des boutiques de vapotage à côté des écoles. Mais ça vient du Sénat. Et ça, les Québécois, les Canadiens le savent. On ne le voit pas. Ouais, c'est ça. Parce que, contrairement à quand on gagne une médaille paralympique, on fait les premières pages, mais quand on passe un amendement qui restreint l'accès à certains produits, on fait pas la première page de la presse, là, tu sais. Donc, c'est ça qui est un peu ingrat parce que le bon travail des sénateurs, il a un impact concret, je pense, au travail que j'ai fait sur le projet de loi sur l'aide médicale à mourir que je marrainais. Ce projet de loi-là a été, faut le dire, amendé par le Sénat. Ces amendements-là font maintenant partie de ce projet de loi-là. Donc ce deuxième regard du Sénat est très, très important. Tout à fait. Et je suis vraiment très fière de faire partie de ça. Parce que j'ai lu que vous aviez vraiment reçu un appel du premier ministre, là, Oui. le téléphone sonne à la maison. Puis là, à ce moment-là, il se présente, Justin Trudeau, là, votre première réflexion, est-ce que vous savez que c'est pour le poste de sénatrice à ce moment-là? Ou écoutez, ou vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de mal? En fait, très honnêtement, on a certains indices parce que ça va très, très vite. Et ici au Québec, par exemple, comme vous l'avez dit, il y a des districts, des divisions sénatoriales. Et là, on dit, est-ce que par hasard, vous avez une propriété dans tel endroit? Non. Peut-être ça serait intéressant que vous en ayez une parce que ça fait partie, c'est des trucs qui datent, du tout début. Oui, c'est ça, de la Confédération, mais qui sont importantes ou et qu'il faut faire. Donc j'avais certains indices qui me laissaient présager que ça pouvait s'en venir, mais ça va très très vite. Là, on parle de quelques jours. Et là, effectivement, il y a cet appel du premier ministre et j'oublierai jamais parce que j'étais en train de faire le souper. J'avais mon petit bonhomme qui avait 3 ans à l'époque. Et je me disais, tu sais, qui voulait prendre le téléphone parce qu'à 3 ans, c'est ce qu'ils font. Et là, j'avais le premier ministre Trudeau au téléphone mais c'est un très beau moment aussi. Je me rappelle surtout le fait que on a eu une courte mais très claire conversation qui disait on veut que vous soyez là comme sénatrice indépendante pour faire un petit peu avancer les choses. Je dis un petit peu dans le sens où je veux dire, transformer une institution de l'intérieur, c'est un marathon, hein. On n'est plus dans le sprint. Et j'ai senti que j'aurais ma place parce que c'était ma question de savoir est-ce que moi, qui n'est pas ni politicienne, ni avocate, législateur, est-ce que moi, je peux amener une plus-value à cette institution-là? C'est ça qui est important pour moi. Est-ce que je peux faire une différence avec qui je suis, avec ce que j'ai comme vécu, comme expertise, comme compétence?
Et la réponse était oui, la confiance était oui. Et 6 ans plus tard, je pense qu'effectivement, il y a de la place pour des gens avec des profils comme moi dans une institution comme le Sénat. En 2013, vous avez un enfant. Mhm. Donc, en soi, à l'âge que vous aviez, c'était déjà une grossesse à risque. Mhm. Puis on rajoute le fait que vous soyez handicapé ou paraplégique. D'abord, comme la décision de la réflexion, l'opinion médicale, tout ça, c'est comment Oui, est-ce ben que vous vivez oui, ça à ce c'est drôle, moment-là? ça a été moi j'ai pris ma retraite du sport à 38 ans et là pour moi c'était inconcevable d'avoir un enfant et d'avoir une carrière de haute performance de la façon dont moi je voulais la faire. Tu sais, donc je dis pas que c'est pas possible pour les autres, mais pour Mm. moi, avec ce que je voulais faire, de la façon dont je voulais le faire et ce que j'avais comme objectif très très ambitieux, c'était clair que c'était pas et très honnêtement, j'y pensais juste pas. Et quand j'ai pris ma retraite à 38 ans, ben là, l'idée a fait son chemin tranquillement. Et je dirais que l'erreur que j'ai fait, j'avais un médecin de famille à l'époque qui était probablement un peu trop optimiste et qui se disait ah mais écoute Chantal oui t'as 30 ben t'as 40 ans là. Quand j'ai décidé go j'avais 40 ans et mon médecin de famille me disait ben écoute t'es en santé t'as pas de problème nécessairement ben essaie. Donc ça a été ça le message. Ce qui, d'après moi, n'était pas le bon message parce que à 40 ans, c'est essaie, mais on va faire des tests. Moi, c'est ce que je dis à toutes Pour ne mes pas perdre de copines. temps, c'est ça. Non, non, c'est comme et j'avoue que je suis restée un petit peu amère de ça parce que évidemment, tu sais, comme toutes les filles de 40 ans, c'est pas vrai là, tu sais que ça va si facilement que ça. Et oui, il y en a des histoires où les gens essaient et ça marche après 2, 3 mois, mais ça n'a pas été mon cas. Comme statistiquement, c'est jamais le cas à cet Exactement. âge-là. Vous sentez Oui. vous Oui. sentez mon petit mon petit moton qui a pas bien passé. Et là, effectivement, après 1 an et quelques, j'ai changé de médecin. Et surtout, j'ai commencé à faire des tests en fertilité et je me disais, ah, c'est peut-être euh, le, le, le fait que je suis une personne en situation de handicap qui fait que ça fonctionne pas super vite. Mais finalement, ça avait rien à voir. C'était juste parce que j'avais 40 ans. OK. Et là, on a fait des traitements et tout ça. Et finalement, j'ai réussi à concevoir à 44 ans. OK. Euh, avec des traitements, là, avec des traitements de fertilité, tout ça, Mm. des hormones. Donc, ça a été un processus, comme on le sait, c'est invasif un petit peu. Mhm. Et c'est psychologiquement éprouvant aussi parce que autant jusqu'à 38 ans, j'en voulais pas tant que ça des enfants. Autant une fois que tu décides que t'en veux, tu penses, tu sais, ça devient ta priorité, ça devient tellement, tellement important. Donc, quand finalement c'est arrivé, ben, tu sais, ça a été évidemment un beau moment de vie. Et d'ailleurs, hier était la journée, c'est un petit peu l'anniversaire où j'ai su que j'étais enceinte OK. et ceci pour dire que par la suite, par contre, ça a été une grossesse qui s'est super bien passée. Mhm. Je dois dire, bon, j'étais effectivement en forme, donc peut-être que ça a aidé. Oui, j'étais une personne en situation de handicap, mais à part le fait que après un certain temps, je savais plus trop comment faire pour sortir de mon fauteuil pour aller jusqu'à ma voiture. J'ai pas eu de complications, donc ça a été une grossesse normale, assez simple aussi. J'ai pas fait c'est ça, j'ai eu 0 complication par la suite. J'ai été assez chanceuse à ce niveau-là parce qu'effectivement, j'avais un suivi plus régulier. Comme j'étais dans la quarantaine, j'étais considérée comme une grossesse à risque, Mhm. mais somme toute, ça a super bien été. Je vous ai entendu en entrevue parler de la clinique Parents Plus. Oui.
pour apprendre également, pour en parler ici à Québec, des collègues dans le milieu, je pense à toute fin pratique, qui ignoraient l'existence de ce Oui, service-là. oui. Pourriez-vous nous en parler ou m'en parler un peu? Oui, en fait, un des défis et une des choses que les gens, quand tu deviens un parent en situation de handicap, il y a ce service à Montréal qui fait partie d'un centre de réadaptation qui s'appelle la Clinique Parents Plus et qui, je pense, qui est l'initiative d'ergothérapeutes pour offrir à des parents en situation de handicap des solutions pratiques sur c'est quoi la meilleure poussette, c'est quoi le meilleur siège d'auto, c'est quoi un lit de bébé qui fait que toi, comme parent, en fauteuil roulant, tu vas pouvoir être autonome. En fait, c'est maximiser l'autonomie, l'indépendance d'un parent en situation de handicap. Et donc, ces gens-là vont faire une évaluation euh, selon ton handicap, selon est-ce que tu es en fauteuil roulant, est-ce que tu es paraplégique, quadriplégique, qu'est-ce que tu as besoin et te donner des trucs. Des fois, c'est des trucs même qui existent déjà sur le marché et te dire, ben écoute, une chaise haute, c'est bien beau, mais toi, dans ton fauteuil, comment tu vas t'approcher? Et peut-être qu'il y aurait telle affaire qui fonctionne mieux pour toi. Donc, je suis revenue chez nous avec tout plein d'affaires que bizarrement, j'ai pas tellement utilisé. Parce que, et ça, c'est le bonheur d'être parent, c'est que tu te fais ta propre recette, hein. Donc là, Parent Plus m'avait donné cette espèce de lit, qui est c'est les lits à barreaux, hein, les lits à barreaux pour bébé, mais ils font des trucs extraordinaires où là, il y a une porte sécuritaire, où tu peux ouvrir la porte parce que comment tu te penches pour prendre ton bébé, c'est impossible quand tu es en fou. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Donc, la porte s'ouvre par en avant et là, tu peux sortir bébé sur tes genoux. Sauf que moi, après un gros 24 heures avec mon petit Elliot, j'ai décidé que le cododo, c'était fait pour nous. Donc, OK. Elliot est resté dans notre lit pour sa première année. Donc, j'ai jamais eu OK. besoin de mon lit adapté. Je me suis rendu compte aussi que Parents Plus nous donne un beau harnais, on met le harnais parce que comment tu prends ton bébé quand il est par terre, quand il joue par terre à 6 mois. Et je me suis rendu compte que un pyjama bien zippé, ça faisait la job. Mais quand on dormait dans... Mais c'est la beauté. La beauté de ça, c'est aussi qu'il dédramatise comment ton petit bébé, il est pas si fragile que ça et que dans le fond, si tu le prends par le pyjama puis que tu le chatouilles un petit peu, tu peux le mettre sur tes genoux puis tout est correct. Donc, mais ceci dit, des trucs, ils m'ont donné plein de trucs et je pense que c'est un service qui mérite d'être connu parce que la parentalité en situation de handicap, c'est encore tabou. Les gens pensent que c'est qu'on peut pas le faire ou que si on le fait, on va avoir besoin beaucoup d'accompagnement. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Donc, je pense qu'il faut d'une part le dédramatiser. Moi, j'ai eu la chance aussi, comme j'ai eu mon fils dans la quarantaine, j'avais tout plein de copines en fauteuil roulant, donc des anciennes athlètes qui on a toutes eu nos bébés en même temps. OK. Et ça m'a énormément aidé parce que c'était des filles qui avaient le même profil que moi, le même handicap que moi. On s'est même fait une petite page secrète Facebook pour se dire tu fais quoi, t'achètes quoi, c'est quoi le donc j'ai été très bien outillée à ce niveau-là. Dites-moi, je suis surpris parce que vous n'aviez pas peur de vous retourner sur lui ou votre conjoint dans le lit parce que souvent Pas du c'est tout. moins recommandé d'avoir. C'est moins recommandé au Ouais. Québec par le corps médical, OK. mais honnêtement, pas du tout. Et OK. ça, il faut se faire confiance là-dedans. OK. Au contraire, moi, un petit bébé de 3 jours, le mettre tout seul dans ça passait pas dans, et sans aucun OK. jugement, ça Mhm. passait pas dans ma tête. Je pense que j'étais beaucoup plus, comment dire, scandinave. Je suis très OK. scandinave dans mon approche
de la santé. Si je changeais le système d'éducation au Québec, là, nos enfants feraient leurs mathématiques sur des tables à pique-nique dehors dans le parc. Donc, moi, j'étais, tu sais, le pot à pot. Mon bébé, je pense que quand je regarde ses photos de bébé, même lui-même, il me disait, maman, j'étais toujours tout nu, moi. Je dis, oui, t'étais tout nu. On t'allaitait tout nu, t'étais tout nu. C'est mon petit côté grano, je pense. On était dehors, on était en porte-bébé. Moi, j'ai pas eu... j'avais acheté une poussette et finalement, il y avait les petits Baby Bjorn. Elliot n'a jamais été dans sa poussette parce que moi puis mon chum, on l'avait toujours en sac à dos, là. Ouais. Puis, à partir de quel âge ou quel regard porte-t-il sur vous, là? Un, à cause de votre situation là, en position de handicap, puis deuxièmement, le fait que vous êtes la sénatrice Chantal Petitclerc. Donc, comment il conjugue ça, peut-être à l'école ou... Oui, ben c'est drôle parce que ben longtemps, comme ça fait quand même un bout que j'ai pris ma retraite, ben tu sais, il le sait depuis longtemps, mais en même temps, tu sais, je sais pas, chez nous c'est pas un musée non plus, tu sais, j'ai pas de photos de moi partout, au bureau, au Sénat, oui, mais tu sais, donc il est pas là-dedans continuellement. Mais là, il le sait et il le sait de plus en plus. Et là, ben aussi, il y a eu la bulle de la COVID. Donc, il y a été un an où ils étaient tellement entre eux. Et là, c'est drôle parce que cette année, les plus grands, ils disent « Ah, mais c'est ta maman, parce que bon, je suis dans des livres, dans du matériel scolaire, je pense. » Et puis, fait que là, il le sait. Puis il est comme fier de ça un petit peu. J'imagine. Je sais pas s'il se vante, là, je veux pas le savoir. Mais je sais qu'il est fier un petit peu de ça, là, tu sais. Mais en même temps, ça me touche beaucoup parce que l'autre fois, il m'a dit, là, il est quand même plus grand, et il me dit « Ah, j'aurais aimé ça, te voir faire des courses. » Tu sais, ça, j'avoue que c'est un petit regret parce que jamais il va me voir dans cet aspect-là de ma vie. Et pour ce qui est du fauteuil roulant, ben c'est drôle parce que les enfants, ils sont évidemment très, très résilients et très jeunes aussi. Les enfants savent... Elliot était tout petit, tu sais, déjà, puis quand je le prenais, tu sais, il s'aidait beaucoup... tu sais, il mettait son petit pied pour s'aider à monter sur mes genoux, sur mon fauteuil. Donc, très, très jeune. Et là, plus grand, ben... tu sais, il donne un petit coup de main ou il sait ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. En même temps, il pose des questions, mais pas plus que ça. Tu sais, c'est sûr, c'est pour lui, ça fait partie du quotidien. C'est normal. Ouais, c'est normal, c'est normal. Et je pense aussi, j'essaie de, tu sais, je suis quelqu'un qui est très présente et qui est très active, donc on fait du ski de fond, on fait du vélo, on fait de la natation, donc il voit mes différences, c'est clair, mais il perçoit pas ces différences-là comme des limites. On prend une courte pause et on revient avec l'honorable Chantal Petitclerc, sénatrice. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Madame la sénatrice, on vous a sûrement posé beaucoup de questions dans le passé sur votre accident à l'âge de 13 ans. La question que j'aimerais savoir, c'est un accident qui a quand même défini le parcours de votre vie. Puis quand vous portez un regard rétrospectif là-dessus, ce que vous êtes aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de cet accident malheureux. Donc, tu sais, la carrière d'athlète paralympique,
la carrière de sénatrice, le fait d'être une personnalité publique reconnue, le fait d'être un modèle de rôle pour beaucoup de Canadiens, Canadiennes, Mhm. de tout acabit. Donc, quel regard portez-vous Ben, c'est clair là-dessus? que les événements dramatiques, en fait, les grands événements de la vie et surtout ceux qu'on n'a pas choisis, euh, nous définissent un petit peu, déterminent ce qu'on va devenir. Et c'est clair que un accident comme celui-là, qui a un impact physique, mais qui a aussi un impact sur le regard que les autres posent sur nous, à une époque où on était beaucoup moins dans l'inclusion et dans la diversité. Donc, euh, quantifier ou même articuler vraiment comment ça m'a transformée, c'est très difficile. Mhm. Il y a les gens qui vont dire, ben, c'est à cause de ceci que tu es devenue plus forte et que tu as foncé et que tu as décidé de faire la natation. Et ensuite, et d'autres vont dire, ben, c'est à cause que tu étais forte que, malgré l'accident, tu as quand même continué, tu sais, de relever des défis, de vouloir relever des défis. Donc, tu sais, c'est quoi c'est probablement un petit peu entre les deux, je pense, hein. Mais ce qui est clair, c'est que je pense que j'avais cette attitude-là qui faisait partie de mon tempérament et que l'accident, ben, quelque part, ça m'a envoyé un petit peu, ça a changé ma vie de direction, ça c'est sûr, mais j'ai été capable de relever ces défis-là. Ceci étant dit, ben, c'est un travail intéressant, tu sais, je suis pas là-dedans, mais c'est sûr c'est un travail intéressant de se dire, est-ce que, par exemple, des fois je me dis, on me disait tellement tu pourras rien faire ou tu pourras pas faire ceci, tu pourras pas faire cela que comme j'avais un tempérament fort, ben j'ai voulu prouver quelque Mhm. chose. Tu sais, est-ce qu'on veut prouver? Tu sais, je veux dire, on peut tous s'auto psychanalyser, mais la réalité c'est qu'on le sait pas vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est que oui, ça nous définit. Tu sais, je sais que et je sais aussi que longtemps, il y a des choses que j'ai fait dans le sport, il y a des choses dans la vie aussi où j'ai voulu défoncer des portes. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi j'ai eu envie de prendre cet espace-là? Je sais pas, tu sais, je le sais Mhm. pas. En même temps, j'aime penser que si j'avais pas eu l'accident, j'aurais eu autre chose qui aurait été une vie aussi intéressante. Tu sais, j'aime croire ça. Je n'en ai aucun doute. Dites-moi, avez-vous, dans un autre ordre d'idée, comment envisagez-vous le fait de vieillir, une éventuelle perte d'autonomie, que Ouais. j'imagine que c'est une chose à laquelle vous réfléchissez aussi à l'occasion? C'est quelque chose qui j'avais jamais eu peur de vieillir avant d'être maman. OK. Et le fait d'être devenue maman dans la quarantaine, euh, c'est drôle parce que ça m'ajoute une sorte de poids dans le sens de responsabilité, tu sais, c'est-à-dire que et d'espoir aussi, tu sais, j'ai envie d'être là pour voir mon fils le plus longtemps possible. J'ai envie Mhm. d'être là pour lui aussi. Donc, et c'est clair que quand on regarde les personnes en situation de handicap, de façon générale, vivent moins longtemps que pour toutes sortes de raisons, parce que le corps a certaines vulnérabilités qui sont liées au handicap. Quoi que ça change, hein, cette statistique-là, avec les avancées de la science, avec les avancées mécaniques, les fauteuils roulants, en tout cas. Donc, ça change et ça repousse. Mais ceci étant dit, je vis beaucoup avec cette conscience-là que peut-être le 80 est plus un objectif réaliste pour moi que le 90. Mais j'espère que j'ai tort parce que j'ai le goût de vivre longtemps, j'ai le goût de vivre en santé aussi, j'ai le goût de garder une autonomie. Mais oui, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, je dois dire. Euh, et en même temps, je réalise que
on a des choix à faire et je trouve ça très, très intéressant de regarder ce qui sort comme études au niveau de la santé, au niveau de l'activité physique, au niveau de la nutrition aussi, qui nous dit que à 40, à 50 ans, on a cette espèce de responsabilité de prise en charge de notre mode de vie si on veut avoir cette qualité de vie-là. Donc, on n'est pas non plus victime de ce qu'on va être. On l'est un petit. Évidemment, il y a la génétique, tout ça. Mais de plus en plus, on se dit que les choix de vie ont quand même un impact très significatif sur qui on sera dans 20, dans 30 ans. Donc, moi, je suis beaucoup là-dedans de me dire, je vais pas me concentrer sur les choses qui sont hors de mon contrôle. Et ça vient de ma vie d'athlète. Hein. Ce qu'on ne contrôle pas, c'est tellement une perte d'énergie d'y penser et d'avoir le focus là-dessus. Donc, tu sais, qu'est-ce que je contrôle? Ces temps-ci, c'est l'année de ma grande remise en forme, je dois dire. J'ai, pour toutes sortes de raisons, j'ai lâché prise là-dessus. Tu sais, une nouvelle vie, retraite du sport, nouvelle carrière, maman. Et là, je me réveille 8 ans plus tard et je me dis, ben voyons comment je me suis retrouvée si peu en forme, à faire si peu attention à ce que je veux être dans 5, dans 10, dans 15 ans. Donc, je suis vraiment là-dedans. Donc, je suis à la fois anxieuse, mais aussi avec de l'espoir. C'est un sujet qui m'amène à vous parler. On a parlé tout à l'heure de l'aide médicale à mourir. Donc, vous vous êtes prononcé en faveur de l'aide médicale à mourir. Vous aviez supporté, si je ne m'abuse, le projet de loi C7. Simplement pour résumer, notamment le texte abrogeait la disposition qui exigeait que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible pour avoir donc accès à l'aide médicale à mourir. Les gens qui sont contre ce type de mesures ont peur d'un glissement. Là. Votre collègue Denise Batters avait notamment dit « J'ai bien peur que vous ayez mis en marche un train en dérive et que les conséquences soient désastreuses. » Alors, puis certains groupes qui prétendent défendre les intérêts des personnes handicapées disent qu'il y a un risque de glissement avec cette ouverture-là. Ouais. Donc, peut-être en quelques minutes, puisqu'on approche la fin de l'entrevue, là, votre position là-dessus. Ben, ma position reste la même et puis on parle aujourd'hui quelques semaines après le décès de Nicole Gladu qui avait lancé ce débat-là sur ce droit à l'accès à l'aide médicale à mourir si c'est notre choix individuel et personnel en connaissance de cause, que l'on soit en fin de vie ou non. Et c'est la grande différence parce qu'on sait, et le Québec a toujours été, je dirais, pionnier là-dedans, dans les soins de fin de vie et nos choix dans ces soins de fin de vie. Et moi, je pense que choisir la vie, ça peut être aussi de choisir comment on veut terminer cette vie-là, mais soyons clairs, là, quand plusieurs critères sont là, et un de ces critères, c'est que ce choix-là soit fait de façon consciente. Et un critère très important aussi, c'est que notre souffrance, notre douleur soit intolérable et qu'on soit pas capable de soulager cette douleur-là d'aucune façon. Donc, on se rend compte que, tu sais, on dit pas aux gens votre vie n'en vaut pas la peine, donc mettez-y fin. Et ça, c'est super important parce que je dirais que la dérive dont certains de mes collègues conservateurs ont peur, c'est beaucoup plus une dérive dans les discours, hein, parce que la loi est très, très claire. Et c'est clair que personne ne dit votre vie en vaut pas la peine. C'est clair aussi que faut continuer de s'assurer, mais ça là, c'est pour tout le monde. Hein? Il faut continuer de s'assurer que on s'occupe bien de nos gens, qu'ils soient ou non en situation de handicap, qu'on donne tous les accès à des soins
à des services, à des fauteuils roulants, à des outils. Et ça, c'est vrai qu'au Canada, il reste beaucoup à faire. On l'a vu avec la pandémie, on le voit avec nos aînés, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Et ce travail-là, il doit se faire parallèlement au droit qu'un individu a à terminer sa vie quand on a tout fait et que malgré ça, la souffrance, la douleur est intolérable. Je vous remercie. Je prends une dernière minute en fin d'entrevue pour... j'ai toujours 2 petites questions un peu plus ludiques, donc je vous laisse changer une chose instantanément dans le système de santé aujourd'hui en claquant des doigts. En claquant des doigts, là, ça se fera pas, mais je rêve d'une approche où une approche de prévention, une approche de santé, d'accès à l'activité physique. Je rêve d'une approche où on se dit, on valorise tellement l'activité physique, la santé, la nutrition. On donne à tout le monde l'accès et l'éducation. Et je suis certaine que ça aurait des effets boule de neige. Ceci dit, je rêve aussi d'un système où les gens ont des accès à des... Je veux dire, moi, ça fait 6 ans, là, je suis une personne en situation de handicap qui n'a pas de médecin de famille. Je sais même pas si j'avais pas les moyens d'avoir l'accès à la santé privée. Tu sais, en fait, c'est une question impossible parce que il y a tellement de choses à faire. Et j'espère que la pandémie nous aura au moins donné cette espèce de wake-up call, de se dire ça n'a pas de sens, il faut qu'on s'en occupe. Et si je vous laissais rencontrer la personne de votre choix, n'importe où dans le monde, vivante ou décédée, pour prendre un café ou un verre, ce serait qui? Écoutez, moi, là, je suis une de mes idoles, une fan d'une grande féministe qui est Simone de Beauvoir. Donc, je retournerai dans des classiques. C'est dépassé, c'est même plus à la mode, mais Simone de Beauvoir, c'est quelqu'un qui m'a toujours inspirée dans son imperfection, parce que c'était quelqu'un qui avait choisi de vivre la vie qu'elle voulait vivre et surtout qui avait une quête de bonheur. Et ça, on le sait moins. Mais Simone de Beauvoir se disait toujours, ce qui est le plus important pour moi, c'est pas mon accomplissement intellectuel, mais c'est d'être heureuse. Et ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. De me dire à travers les grandes ambitions que j'ai, parce que j'en ai, le plus important pour moi, c'est d'être heureuse. Excellent choix. Alors, ceci conclut mon entretien avec l'honorable Chantal Petitclerc, sénatrice. Madame la sénatrice, merci beaucoup. Je sais que vous êtes attendue pour un rendez-vous, donc je vous libère avec quelques minutes de retard. Je m'en excuse. Puis, c'était vraiment un honneur de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup. Une belle fin de journée, puis au plaisir peut-être de se reparler dans le futur. Ceci complète donc l'épisode d'aujourd'hui. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité. Je vous invite à visiter le site web qui est www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Je vous invite à vous abonner au site web et au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, des suggestions d'invités via le site web ou via la page Facebook. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.